Bonjour, bienvenue. À l'école de la fonction publique, je suis Neil Baye. Je vais modérer la discussion. Je suis vice-président des services d'innovation à l'école de la fonction publique du Canada. À l'école de la fonction publique du Canada. Je m'appelle Neil Bauer. Je serai l'animateur de la discussion aujourd'hui. Je suis le vice-président de la direction générale des services d'innovation et de politique à l'école de la fonction publique du Canada. I'd like to start actually just by acknowledging. J'aimerais reconnaître ma présence à Ottawa. Je suis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Puisque je suis ici à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Puisque nous travaillons dans des endroits différents, nous sommes donc sur des territoires traditionnels autochtones différents. J'aimerais vous inviter à prendre un moment de réflexion et de reconnaître silencieusement le territoire traditionnel de votre lieu de travail. I am today very pleased to Aujourd'hui, il me fait plaisir de parler de l'événement d'aujourd'hui. C'est le rôle de la fonction publique pour renforcer dans la création d'un climat de confiance. On behalf of the school, I would like to welcome you. Trust. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue à l'événement pour avoir la meilleure expérience pour cet événement virtuel. Nous vous exhortons à vous connecter avec le VPN si c'est possible et vous reconnecter sans brancher le VPN. Ça va améliorer la qualité vidéo. Deuxièmement, nous avons l'interprétation simultanée pour cet événement. C'est ce que vous avez vu lorsque vous vous êtes connecté à la réunion. Donc, il faut choisir la langue de votre choix. Comme nous avons le français et l'anglais, vous allez pouvoir suivre les discussions. Durant l'événement, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez cliquer sur l'icône de main levée et à la fin, il y a une période de questions-réponses. Donc, en cliquant, bon, c'est pas dévoiler votre nom, c'est juste l'option de poser une question. Et nous allons pouvoir poser ces questions aux panélistes. Mettre vos questions en cliquant sur l'icône qui ressemble à une main levée. Nous avons prévu du temps pour une période de questions et réponses. So once again, thank you. Donc, merci d'être parmi nous. C'est le deuxième événement sur la confiance dans la fonction publique. Je crois que nous sommes tous d'accord que la confiance a toujours été importante dans la gouvernance d'un pays, dans le renforcement des communautés, dans les entreprises. La confiance est un élément important. Mais par le passé, les grandes entreprises, le gouvernement, les médias ont pris cette confiance pour acquis et ils l'ont fait. Ils ont pu le faire parce que la société se tourne vers ces parties pour la confiance. Aujourd'hui, l'information nous arrive de plusieurs sources. Il y a beaucoup plus de voix dans la société, dans l'espace politique, dans l'économie. Personne n'a besoin de compter sur une seule source. Il y a beaucoup de sources de vérité. Je ne sais pas combien de personnes parmi nous écoutent toujours les stations de télévision conventionnelles, obtiennent l'information sur le monde par le biais de ces responsables de communication majeurs, mais il y en a de moins en moins. Nous avons beaucoup de sources d'information. D'ailleurs, d'autres citoyens par les médias sociaux. Donc, en fait, c'est très habilitant pour les citoyens, c'est bien, mais ça peut aussi miner les institutions sur lesquelles on comptait, qui étaient des sources fiables d'informations. En plus, nous avons le populisme qui peut être accompagné des voix auto-intéressées ou pas, mais qui mine la confiance dans les institutions. En plus, dans une économie numérique où nous sommes focalisés sur les données et le savoir, on dit que les entreprises sont sous-jacentes à... Enfin, il y a l'élément confiance que l'on parle de la santé, des résultats d'élections, le transfert pacifique du pouvoir, que l'on parle des tendances en matière
policière, la confiance est très importante. De l'indice de la confiance de l'année dernière, nous savons qu'il y a beaucoup de préoccupations concernant la perte de confiance dans le gouvernement et d'autres institutions. Ce rapport en cite nous sommes dans une époque de faillite d'information et un milieu de confiance qui ne peut pas faire face à cela. Edelman a cité récemment le besoin de confiance pendant une pandémie. Il a parlé d'infodémie et ça soulève beaucoup de préoccupations. Aujourd'hui, on parle de désinformation. Il y a des partis qui travaillent consciemment ou inconsciemment pour miner la confiance dans ces questions sociétales fondamentales. Donc aujourd'hui, il nous fait plaisir d'avoir parmi nous deux grands experts dans le domaine de la confiance, les collègues de la fonction publique qui travaillent dans ce domaine. Tout d'abord, nous avons Sarah Stinson, qui est directrice des opérations au bureau du conseil privé. Elle dirige les équipes pour protéger et promouvoir les intérêts du Canada et ses institutions démographiques. Elle fait ce travail même avant la pandémie. Et avant, elle dirigeait un groupe de travail en ressources naturelles Canada pour avoir l'énergie propre dans ce ministère. Donc, bienvenue, Sarah. Ensuite, nous avons Owen Ripley, directeur général de la rediffusion Patrimoine Canada et dirige les équipes responsables de fournir des conseils concernant les droits d'auteur, Radio-Canada, et pour nous, la lutte contre les désinformations et d'autres mots en ligne. Il gère également le Fonds des médias du Canada et il a été leader dans ce domaine depuis longtemps, y compris pendant la révision de la loi sur la radiodiffusion. Donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Nous allons poser à nos invités à tour de rôle de se présenter et nous dire ce qu'ils savent sur ce domaine. Et je vais poser quelques questions pour susciter un peu plus d'informations de nos invités. Et ensuite, nous allons vous passer la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage. Nous allons recueillir toutes les questions et poser la question à nos conférenciers. Sarah, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Absolument. Merci Neil, merci de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de ce que nous faisons au secrétariat des institutions démocratiques sur la question de confiance. Donc, je vais toucher quelques points, surtout le rôle du secrétariat des institutions démocratiques et comment le conseil privé de la Reine livre son mandat, ce que nous avons fait à date pour combattre la désinformation. Comme il a dit, le rapport a également trouvé que la pandémie COVID-19 a effrité la confiance à l'échelle mondiale et que les sources d'information de toutes sortes, que ce soit les médias conventionnels, les médias sociaux, qui a très peu de confiance. En ce moment, il y a un peu d'optimisme prudent au Canada. Un rapport de la Samara Center de Democracy inclut certaines conclusions qui mettent le Canada à l'écart de la tendance mondiale. La confiance dans la démocratie canadienne a monté un peu pendant la pandémie. 21 à 24 points pour les gouvernements provinciaux et fédéraux. Les résultats sont de mai 2020. Il y a eu beaucoup d'eau sur le pont. C'était tôt dans la pandémie. Je crois que ça nous donne une appréhension initiale de la réaction des Canadiens. Ces conclusions ne devraient pas nous faire rester sur nos lauriers. J'espère que les Canadiens vont continuer à faire fortement confiance au gouvernement. Il faut constamment prouver aux Canadiens que nous méritons leur confiance. Donc, en ce qui concerne le secrétariat des institutions démocratiques,
Nous sommes dans le bureau du conseil privé. Nous appuyons le ministre Leblanc, président du conseil de la Reine, et ministre des Affaires intergouvernementales. C'est une petite équipe d'environ 12 personnes. Nous sommes comme un petit gouvernement. On parle de l'importance de partenariat plus tard. Je crois que c'est surtout important pour nous. Dans les institutions démocratiques, nous fournissons des conseils politiques aux ministres sur des questions comme la protection de la démocratie au Canada, la loi électorale et la commission des débats des leaders. Et il y a un lien à la question de la confiance qui nous concerne cet après-midi. Donc, le travail entrepris donne aux partenaires ou regroupe différents partenaires dans les agences de sécurité, les collègues comme Owen du patrimoine canadien et Élections Canada, des organismes autonomes. Et nous avons vu qu'avant l'élection fédérale de 2019, cet effort en collaboration a protégé le plan démocratique mis en place pour sauvegarder nos institutions. Le secrétariat des institutions démocratiques regroupe les partenaires non gouvernementaux avec le leadership de Microsoft et l'Alliance de protection démocratique, la sécurité cybernétique, la défense du processus électoral. Et avec ces partenaires, nous allons regrouper une communauté internationale pour protéger les élections et contrer la désinformation. Nous appuyons aussi le système électoral, la résilience à la désinformation. Nous avons appuyé le gouvernement pour introduire des mesures législatives dans la loi électorale du Canada pour renforcer la confiance. Le secrétariat travaille aussi, ils appuient la commission du débat électoral. La commission produit des débats en français et en anglais pendant la campagne électorale pour s'assurer que les Canadiens puissent entendre directement les candidats. Le président du conseil privé de la Reine dans son mandat à l'égard de la désinformation et les initiatives mises en œuvre pour contrer la désinformation. Comme vous savez, la désinformation est un problème complexe qui exige un éventail de réponses. Dans l'ensemble, l'action du gouvernement vise à bâtir la résilience des citoyens et à procurer aux Canadiens un accès à de l'information de qualité. Cela est rendu possible grâce à des projets de financement, comme ceux révélant de l'initiative de la citoyenneté numérique, dont Owen pourra parler plus en détail. Comme déjà mentionné, le secrétariat appuie le travail du président relativement à ce problème en travaillant à faire avancer le plan pour la protection de la démocratie canadienne mis en place en avance de l'élection générale de 2019. Un des principaux éléments du plan qui porte sur l'enjeu de la confiance est le protocole public en cas d'incident électoral majeur. Ceci est un comité de hauts fonctionnaires impartiaux, ce qui inclut le greffier, qui est tenu informé des enjeux d'actualité et habilité à faire une annonce à propos d'un incident s'il estime qu'il pourrait avoir un effet significatif sur la capacité du Canada à tenir une élection libre et équitable. La dimension non partisane du comité représente un élément clé pour veiller à ce que les Canadiens puissent accueillir une annonce en toute confiance. Par ailleurs, la Déclaration du Canada sur l'intégrité électorale en ligne comporte un engagement à travailler pour que les dirigeants des plateformes de médias sociaux, Twitter, Google, Microsoft et Facebook, déploient des efforts accrus afin de combattre la désinformation en ce qui concerne les élections. Mentionnons également le rôle d'Affaires mondiales Canada, responsable du mécanisme de répondre rapide du G7. Qui permet au Canada de collaborer étroitement et sans délai avec ses partenaires internationaux pour identifier le contenu des informations potentiellement dommageables et à concevoir des façons de le neutraliser. There are also connections between... Il y a aussi des liens entre la manière dont le secrétariat travaille pour renforcer le système électoral et le travail dans le sens de réduire les désinformations. Le gouvernement fédéral doit quand même faire attention pour s'assurer qu'il n'y a pas de violation
de la libre expression, surtout lors des élections. Pour équilibrer les choses, la loi électorale du Canada a des dispositions concernant les fausses déclarations, les dossiers criminels et des renseignements biographiques tels que recommandés par le commissaire électoral. On empêche la distribution du matériel, peu importe la forme, qui vise à induire le public en erreur. Finalement, le secrétariat travaille avec les organisations de la société civile pour appuyer des projets intéressants, apprendre comment l'information est diffusée et l'impact. Par exemple, un projet que nous avons entrepris avec le Semier Center for Democracy, c'est l'usage des outils de communication par des représentants pour mieux atteindre les commettants. Surtout, pendant la pandémie, ces outils sont très importants pour renforcer la confiance entre les communautés et les représentants. Donc, la société civile, il y aura des orientations pour ces groupes et les élus sur la meilleure façon d'utiliser les technologies numériques. Donc, sur ce, je m'arrête. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci. Merci, Sarah. Owen, c'est à vous. Merci. C'est un plaisir d'être ici avec vous virtuellement, avec ma collègue Sarah, pour participer à cette série sur la confiance. Comme Neil a dit, j'ai le privilège de diriger l'équipe du Parlement canadien responsable de la radiodiffusion des droits d'auteur et le marché. Nous fournissons des conseils aux ministres sur le système de radiodiffusion du Canada, le cadre des droits d'auteur, Radio-Canada, CBC et le Fonds médiatique du Canada. Je dirais que le mot-clé depuis quelques cycles de transition, c'est les perturbations numériques. Nous travaillons pour adapter les programmes et les politiques conçus initialement pour un monde linéaire. L'exemple récent dont a parlé Neil, c'est le projet de loi C10, une loi qui vise à modifier la loi de radiodiffusion déposée par les ministres. Et il a souligné le besoin de moderniser la loi de la radiodiffusion pour les services de Netflix, Crave, TV et Spotify. En même temps, le mandat de la direction générale s'est élargi. Depuis quelques années, on voit l'impact de la désinformation en direct et les dommages sur la société canadienne. Il y a 2 ans, comme Sarah a dit, en partenariat avec nos collègues, l'institution démocratique, nous avons lancé l'initiative citoyenne numérique et un nouveau programme qui vise à renforcer la résilience des citoyens contre la désinformation en ligne et avoir un milieu d'information sain avec des partenariats de la société civile et les universités. L'impact de cette initiative a été important. Nous avons financé plus de 100 projets de diverses organisations. Nous avons atteint des millions de Canadiens. On va parler davantage de cette initiative sous peu. Nous voyons aussi comment le gouvernement peut jouer un rôle en créant un milieu en ligne plus sécuritaire. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui savent que notre ministre a reçu la responsabilité de créer des nouveaux règlements pour les plateformes médiatiques. On demande que toutes les plateformes excluent le contenu illégal. On interdit les discours haineux, la radicalisation, l'incitation à la violence, l'exploitation des enfants, la création de la propagande terroriste. L'équipe travaille pour renforcer les ministres pour déposer des lois. Donc l'équipe est sur le terrain et réfléchit sur le rôle approprié du gouvernement dans la réglementation de ce cadre ou de ce milieu numérique. Comment ce milieu peut mieux refléter nos valeurs et nos priorités comme Canadiens, nos cultures, nos identités? Quel est le rôle adéquat du gouvernement pour équiper les citoyens pour naviguer l'information contradictoire en ligne? Comment le gouvernement peut aider tous les Canadiens à se sentir
quelle que soit leur identité sexuelle, leur couleur, leur religion, leur patrimoine. Il faut respecter la liberté d'expression et comment le gouvernement peut-il lever les barrières à l'exclusion des Autochtones, des Noirs et des personnes de couleur pour qu'elles puissent pleinement participer à nos institutions? Il n'est pas facile de répondre à cette question et c'est peu dire. L'école m'a demandé de parler de l'initiative de citoyenneté numérique. Il est très à propos qu'on ait cette discussion la journée avant l'inauguration aux États-Unis, car c'est lors de l'élection de 2016 que le phénomène de la désinformation a été mis de l'avant. À l'époque, on comprenait pas grand-chose de ce phénomène. BuzzFeed avait parlé, par exemple, des jeunes Macédoniens qui avaient entendu des histoires sur les États-Unis. Il faut bien comprendre le phénomène et voir son incidence au Canada. La désinformation était comprise par certains citoyens, mais on ne comprenait pas l'impact de la désinformation sur les comportements. On comprenait très peu l'impact de la désinformation sur le Canada. Qu'est-ce que ça voulait dire pour les anglophones, les francophones ou les allophones? Ou chez les néo-canadiens, chez les jeunes, chez les aînés, chez les baby-boomers. On se posait ces questions et nos collègues des institutions démocratiques se préparaient à l'élection de 2019 et avaient mis de l'avant des mesures pour protéger l'ingérence, nous protéger contre l'ingérence étrangère dans les élections et pour que les électeurs et électrices soient plus au courant. Donc, l'initiative de citoyenneté numérique a vu le jour en janvier 2019, vu les efforts du secrétariat des institutions démocratiques. Le gouvernement a investi 7 millions de dollars pour organiser des activités comme des programmes pour les jeunes, des campagnes de sensibilisation, de formation pour les enseignants, les éducateurs, les journalistes, des ressources en ligne, des outils, d'autres événements. Donc, il y avait des activités à l'appui de l'ICN. On a rejoint plus de 12 millions de Canadiens avant les élections et ce sont des organisations indépendantes qui ont offert ces mesures. Au départ, il faut comprendre que le gouvernement n'est peut-être pas le mieux placé pour rejoindre la population, surtout la population qui est sceptique quant au gouvernement. On est chanceux que dans le budget 2019, on a investi davantage dans l'ICN pour que l'on comprenne l'impact de la désinformation sur notre population. Il y a eu de la recherche pure, un partenariat avec le Conseil de recherche en sciences humaines et avec d'autres organismes et nous avons reçu des subventions. Il fallait dégager les pratiques afin d'avoir de bons outils d'intervention qui aident les communautés canadiennes vulnérables. Maintenant, comment avons-nous profité de l'ICN pendant la pandémie? Au début de la pandémie, vers la fin de février 2020, nous avons vu qu'il y avait de plus en plus de désinformation en matière de santé. Et il y avait des tons de racisme, surtout à l'égard des Canadiens d'origine asiatique. Et donc, on s'est dit que ça prenait des pratiques communes et qu'il fallait se pencher sur la désinformation en santé. On a eu l'appui du sous-ministre et du ministre et on a géré un budget de 3 millions de dollars de subventions et de contributions pour qu'on soit sur le terrain à la mi-mars. On a communiqué avec les 10 organisations pour voir comment ces organisations pouvaient aider les Canadiens à avoir un esprit plus critique face à la désinformation. Ensuite, à l'été, il y a eu un autre appel de propositions pour continuer les projets qui étaient déjà en cours.
mais également pour qu'on en fasse un peu plus. Donc, 24 autres projets ont été financés. Mais il y a eu toute une panoplie d'organisations qui ont répondu à notre appel, des organismes de littératie numérique, des organisations communautaires, des centres scientifiques, des villes, des stations de radio, des journaux, etc. Avant les vacances, j'ai pu participer à un appel de l'OCDE où on parlait de notre réaction à la COVID. J'étais le seul qui n'était pas expert en communication. Les autres panélistes ont parlé d'une approche centralisée, stratégique pour lutter contre la désinformation. Il y avait des exemples d'initiatives décentralisées et ça faisait contraste. Et donc, cela m'amène à ma dernière pensée. On parle de la confiance dans les gouvernements. Une des leçons que moi, j'ai tirées de l'ICN, c'est qu'il faut comprendre que le gouvernement n'est pas toujours le mieux placé pour que l'on atteigne nos objectifs, surtout dans le domaine du cyberespace. Il y aura certainement des Canadiens et Canadiennes qui seront méfiants à l'égard des gouvernements, des gens plus isolés. À ce moment-là, comment peut-on rejoindre ces gens qui ne sont pas rejoignables? L'ICD, c'est un petit modèle qui nous aide à comprendre la désintoxication de l'information. L'intoxication plutôt de l'information. Il faut essayer de penser à toutes ces répercussions au pays. Merci, Owen. Merci à vous tous d'avoir donné le ton. Et dans les deux cas, il apparaît qu'il y a plein d'activités intéressantes et de partenariats qui ont été créés pour gérer tout cela. Passons maintenant à la période de questions, mais soumettez donc vos questions en levant la main. La question est prévue immédiatement après cette conversation, donc je vous invite à soumettre vos questions à tout moment en utilisant l'icône de la main levée. Sarah, maybe we could start with you. Donc, parlons du travail de ce secrétariat des institutions démocratiques. Cela m'intrigue. C'est nouveau. Vous avez dit que vous aviez des partenaires de l'extérieur. Tout d'abord, dites-nous-en un peu plus sur ce que font les intervenants dans cet écosystème de l'information. Est-ce que vous avez pensé à d'autres partenariats ou à des instruments stratégiques auxquels vous pourriez ou vous faites appel? Bon, alors oui, merci pour la question, Neil. La question des partenariats, c'est qu'il faut profiter de l'expertise, du fait qu'il y a des gens qui sont bien branchés, que ce soit des partenaires au sein de la fonction publique fédérale ou dans les collectivités ou dans le monde universitaire. Chacun de ces joueurs a un rôle important à jouer dans cet écosystème, que ce soit les médias traditionnels, les plateformes de médias sociaux, les sociétés civiles et même les gouvernements. Un partenariat clé, et le Canada en assure la coprésidence, c'est le principe 3, c'est-à-dire la défense des principes électoraux. On travaille avec Microsoft pour dégager les meilleures pratiques et les leçons apprises. De la fin mai, lorsque le ministre Leblanc a annoncé cette coprésidence, on a organisé 6 ateliers. Dans chaque atelier, on aborde divers thèmes pour prévenir l'ingérence et on parle de l'information et des citoyens. Consultez notre site sur lequel on résume les conclusions de ces ateliers, les constatations. En fait,
on fait appel à chaque intervenant, à chaque joueur provenant de l'Europe, des États-Unis, pour voir quelles sont les pratiques exemplaires pour qu'on ait un bon écosystème d'information. La deuxième question, quelles sont les options qui s'offrent au gouvernement pour lutter contre la désinformation? Eh bien, Owen et moi, on est d'accord, il n'y a pas de panacée, de solution magique, il y a des défis constants. Au Canada, on s'engage à protéger la liberté d'expression des Canadiens et Canadiennes. On a des normes très élevées en vertu de la Charte des droits et libertés, mais il y a plein de politiques dans d'autres pays qui sont mises de l'avant et qui pourraient ou pas fonctionner au Canada. Donc, on regarde ces options, on regarde ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui marche chez eux, comme pour le plan de protection de la démocratie de 2019. On veut avoir une option adaptée au contexte canadien. Naturellement, on cherche constamment de nouvelles options au fur et à mesure de l'évolution des plateformes de médias sociaux et on essaie d'appuyer les Canadiens et Canadiennes pour qu'ils puissent être informés et faire preuve de résilience dans ce cyberespace de l'information. Fantastique, merci beaucoup. Owen, vous avez parlé des divers intervenants liés à l'initiative de citoyenneté numérique. Ça peut être gouvernemental, régional, national. Vous avez également dit qu'il était nécessaire de diversifier les sources. Vous travaillez à cette initiative de citoyenneté numérique. Il y a des subventions, des contributions. Comment assurez-vous l'équité? Comment évitez-vous le favoritisme? Et comment veillez-vous à ce qu'il y ait une diversité? Merci, Neil, pour la question. Je me dois de vous dire que la structure de gouvernance a été mise sur pied avec précaution. On a fait des recommandations au ministre pour appuyer des projets précis. Donc, on a été très sensible à cette question. On voulait qu'il y ait des groupes de travail interministériels qui fassent appel à une diversité d'individus dans plusieurs villes, des personnes qui travaillaient à certains dossiers ou qui étaient dans le domaine de la littératie numérique ou dans la désinformation. Voici ma petite fille. Incroyable. Je me disais que ça arriverait. C'est peut-être pas la dernière fois que vous allez lui voir la bête. Et donc, nous avons reconnu qu'il fallait travailler dans cet espace et prendre des décisions qui prenaient compte des opinions diverses. On voulait également mettre sur pied un comité directeur composé de personnes de l'extérieur, des gouvernements, des gens dans des sociétés civiles, du monde universitaire, des gens qui travaillent sur le terrain et qui peuvent nous donner une idée de ce qui se passe dans leur sphère. À chaque fois qu'il y a une demande de proposition et qu'il y a des décisions de financement qui sont prises, on regarde les projets. En fait, les deux comités examinent les projets et c'est ainsi qu'on arrive à avoir une multitude de points de vue face à ces projets. Et nous tentons de trouver des projets qui ciblent des collectivités qui ne sont pas rejoints par les grandes organisations habituelles. On parle ici, par exemple, des communautés de langues officielles, les minorités linguistiques,
là où il pourrait y avoir une troisième langue. On parle donc de projets qui rejoignent les communautés autochtones, des projets qui, et j'en ai parlé dans mon allocution d'ouverture, ont un impact sur certains groupes ethniques ou ethnoculturels. Donc, on continue de peaufiner cette approche, mais le but ultime, c'est de reconnaître par exemple, Owen est un homme blanc à Ottawa, il ne sera pas exposé aux mêmes stratégies de désinformation qu'une personne qui vit ailleurs et qui a un autre vécu au pays. C'est vice-versa. Donc, le modèle de partenariat nous permet justement de comprendre tout cela. Qui sera rejoint par quelle organisation? Qui rejoindra Owen, par exemple? Avec qui on est branché? Et on doit donc établir ces partenariats avec tout un chacun. Naturellement, il faut tenir compte de toute cette dynamique. Ce n'est pas la même solution pour tous. Quelle bonne réflexion. Je vais tenir compte de la question d'un des participants. Dans quelle mesure est-ce que la COVID-19 a changé les règles du jeu? Vous avez tous les deux parlé de la COVID. Owen, dans quelle mesure est-ce que cela a influé sur l'initiative de citoyenneté numérique et sur les autres initiatives visant à lutter contre la désinformation et la mésinformation? Même chose, même question pour vous, Sarah. Les gens se demandent, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été proposés ou financés pour parler de la littératie scientifique, par exemple, relativement au vaccin ou à la transmission de la COVID-19. Owen, je vous donne tout d'abord la parole et ensuite, ce sera Sarah. Oui, en effet, il y a du travail qui est fait chez nos collègues à Santé Canada, chez nos collègues à FAC, chez nos collègues à ICED, qui commencent à regarder la question de la littératie scientifique. Et puis, une des choses, comme j'ai mentionné, qu'on a fait, on a créé ce comité interministériel où c'est une place de rassemblement. Donc, l'idée est vraiment de venir, de rassembler ensemble, puis de partager nos expériences, puis nos expertises dans ce domaine-là. Quand on a commencé ce travail il y a 2-3 ans, ce que nous avons observé, il n'y avait pas vraiment une approche stratégique, une approche coordonnée au sein du gouvernement. Donc, l'équipe de Sarah, ils ont vraiment fait un beau travail avant l'élection d'amener tout le monde ensemble, puis de nous donner le défi auquel on a l'élection, comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour répondre à ce défi-là. And I think what flowed out of that is those relations. Et donc, on a créé des liens. Et grâce à l'équipe de Sarah, on a pu maintenir ces rapports. Et on se dit maintenant qu'un projet pourrait être reçu suite à la demande de proposition. Il est peut-être différent, mais peut-être que c'est un projet qui pourrait intéresser, par exemple, les collègues de la sécurité publique. Les gens d'industrie, innovation et sciences savent qu'il y a eu des attaques contre l'équipement des télécommunications parce que les gens disaient que le 5G créait des problèmes de santé, etc. Donc, on a travaillé avec les collègues d'industrie et d'innovation pour qu'ils puissent lutter contre la désinformation et puissent réagir à cette désinformation qui circulait en ligne. Nos collègues
justement, sont au courant de ce qui se passe et on travaille avec eux. On se dit que il faut tous et chacun qu'on contribue à l'effort collectif de lutte contre la désinformation. Merci, Owen. Je crois que pour nous, la pandémie a mis une lumière sur le fait que la désinformation, non seulement demeure un problème, ça se voit pas seulement au niveau de l'interférence électorale, mais les vaccins, l'information sur la santé, c'est un problème en évolution. Et les tactiques employées dans le contexte de la COVID, il faut voir comment ça peut s'appliquer dans un contexte électoral. Comment ce qui se fait maintenant peut s'appliquer à l'espace démocratique. Ça démontre comment la menace de la désinformation a évolué. On voit qu'au moins dans le contexte électoral, on s'est focalisé sur l'interférence et la désinformation étrangère. Avec la pandémie, on voit qu'il faut comprendre que ça ne sera pas toujours engendré à l'étranger. Il faut être prêt à lutter contre la désinformation, peu importe l'origine. Et la question qui est au centre de cette initiative citoyenne numérique, il faut s'assurer que les citoyens ont les outils pour se défendre contre la désinformation. Qu'il y ait ce savoir-faire médiatique et il faut être capable d'identifier l'information factuelle et participer de manière constructive dans les débats. Voilà la leçon que j'ai tirée. Je crois qu'il faut se souvenir que pour ceux qui propagent la désinformation intentionnellement, ça concerne davantage l'idée de miner la confiance dans différentes institutions, y compris le gouvernement, de la polarisation de notre capacité de vivre ensemble. Donc, c'est opportuniste. Je ne crois pas qu'on va pouvoir prévoir quel sera le prochain enjeu. Les gens qui veulent occuper cet espace vont s'en servir pour créer la division. En décembre 2019, il n'y avait aucun plan pour faire un appel d'offres pour lutter contre la désinformation reliée à la santé. Mais au mois de février, la situation avait changé. L'équipe doit en prendre le crédit. On a dit ce problème de COVID va prendre une envergure insoupçonnée. Donc, c'est mieux de commencer à travailler avec les organisations qui luttent contre la désinformation, la stigmatisation, le racisme. On a vu toutes sortes de messages dans ce sens. Donc, les questions arrivent abondamment, donc je vais choisir de manière aléatoire. La première question, Owen, en commençant avec vous, et ensuite Sarah. Question, est-ce que toutes les voix doivent avoir une plateforme égale dans les médias sociaux, dans les nouvelles, ou toutes sortes de renseignements controversés? Nous avons protégé longtemps le droit des gens de se faire entendre, la libre expression. Ça fait partie de notre approche de radiodiffusion. Alors, comment décider s'il faut accorder l'égalité? Sinon, comment gérer la désinformation dans ce contexte?
C'est une question assez corsée. J'ai mentionné le travail que nous faisons pour mettre en place un cadre législatif, surtout pour lutter contre le contenu illégal. Je crois que le travail commence avec une compréhension des éléments positifs qu'apportent les médias sociaux, l'Internet. Nous avons tous apprécié ces services, surtout au début de la COVID. L'opportunité de promouvoir le discours, la participation du public, la capacité d'appuyer les petites entreprises dans la collectivité. Et nous savons qu'il peut y avoir des vecteurs pour propager les discours haineux, l'exploitation sexuelle des enfants et la désinformation. Je crois que le défi pour le Canada, c'est comment respecter la charte, respecter la libre expression, la liberté d'assemblée. En même temps, avoir un cadre qui présente nos attentes des sociétés, des médias sociaux et comment ils traitent les échanges qui ont cours sur leur plateforme. L'équipe travaille sur ces questions. Il y a une autre question qui demande est-ce qu'il y a d'autres exemples de lois. L'Allemagne est souvent présentée comme exemple. L'Allemagne, l'expérience allemande est importante. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de sensibilité à propos des discours antisémites, ce genre de questions. Donc l'Allemagne, il y a quelques années, a mis en place un cadre pour écarter le contenu clairement illégal. Et il y a différents délits, différentes violations. Donc ça, c'est l'exemple qui est souvent cité sur le plan international. Le problème, bon, la question, c'est de savoir si toutes les voix doivent avoir les mêmes plateformes. C'est surtout la question de savoir comment respecter les droits des personnes à s'exprimer, même si le discours est dommageable pour quelqu'un d'autre, mais en même temps créer un espace en ligne où les gens se sentent en sécurité pour s'exprimer. C'est le point de rencontre entre la libre expression et la technologie. C'est un peu le choc. Le droit de s'exprimer, comment s'assurer que ça ne devient pas que ça ne viole pas les droits des autres. Peut-être sensibiliser les gens à propos des choses qu'ils veulent lire. Nous avons tous eu l'expérience de voir quelque chose sur Twitter et on veut partager, on n'a pas lu. Et est-ce qu'on veut partager avant de lire ou est-ce que c'est mieux? Vous êtes sur Facebook, vous voulez cliquer sur quelque chose, un petit message qui dit « Nous ne sommes pas sûrs que cette information soit exacte ». Il y a ce genre d'outils déployés de plus en plus. C'est intéressant de voir les différentes réactions à la décision de Twitter concernant le compte du président actuel des États-Unis. Il y a différentes réactions quant à cet équilibre entre la libre expression et la désinformation. Sarah,
pendant une élection, je crois que c'est le meilleur moment de pouvoir s'exprimer, peu importe leur perspective. Et avant, on disait les électeurs vont décider. Avez-vous des commentaires sur cet équilibre entre la libre expression et la lutte contre la désinformation en période électorale? Oui, je crois que Owen a présenté de manière très éloquente cet équilibre délicat. Nous sommes chanceux au Canada en ce qui a trait à la charte. Ça veut dire que les Canadiens ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit de mentir. Donc, pour revenir à ce que Owen a dit à propos des outils, si nous avons cette question de du milieu, il y a des règlements pour les parties intéressées dans ce milieu d'avoir des outils, d'utiliser ce qu'ils peuvent. Pour le gouvernement fédéral, nous examinons les pratiques exemplaires, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. On se demande qu'est-ce qui pourrait marcher dans le contexte canadien. Donc, il y a des questions émergentes. Comment mettre des éléments de renseignement fiables et exacts pour que les citoyens puissent prendre les meilleures décisions. Les questions de traitement, de processus. Neil, vous avez parlé de période électorale. C'est les procédures, les mécanismes reliés aux élections. Et c'est ce qu'on a vu un peu aux États-Unis. Les citoyens ont eu de l'information sur les votes anticipés, comment obtenir les bulletins. Donc, et il faut faire attention à ne pas être trop proactif. Parfois, ça donne plus d'espace et d'amplification à la désinformation. Il faut un équilibrage. Donc, c'est un milieu qui pose beaucoup de défis, mais je crois que nous faisons de notre mieux pour passer à travers. Merci. Et une autre personne qui pose la question suivante. Certaines initiatives que vous décrivez concernent le travail important de réduire la désinformation, le négatif. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures positives pour renforcer la confiance? Sarah, en commençant avec vous, au lieu de combattre le négatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la confiance de manière plus proactive? Bon, j'ai mentionné quelques mesures, mais je crois que mettre l'information exacte sur l'espace public, c'est un mécanisme. En travaillant avec nos pairs, nos partenaires, Microsoft Alliance for Securing Democracy, en travaillant avec des partenaires, surtout dans la collectivité, c'est important. Owen en a parlé également. Nous choisissons attentivement nos partenaires. Il y a des programmes communautaires par le biais des programmes comme PDCI pour comprendre les questions qui touchent ces collectivités, plus particulièrement comment fournir les renseignements qui les aident à prendre les meilleures décisions au niveau communautaire. Et donc, il y a un certain nombre de moyens de le faire. Mais c'est vrai, il faut réorienter le négatif vers quelque chose d'habilitant pour les gens, pour que les gens aient l'impression d'avoir les outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions fondées sur des éléments probants. Et Owen, vous avez certains impacts au niveau des politiques. Bon, je me demande si c'est non, le travail que nous essayons de faire, c'est pas le fait que quelqu'un dit ceci et il a tort. Donc,
nous devrons présenter les faits réels. Mais je crois que c'est plutôt question de réfléchir sur les organisations, les personnes à qui nous faisons confiance. Je crois que très souvent, il ne s'agit pas d'être la police de la pensée. L'Internet aura toujours des éléments d'information contradictoires, toutes sortes de déclarations, contre-déclarations. Il faut déterminer, en fin de compte, ce qui est vrai et ce qui est faux pour nous. Nous comptons sur certaines organisations pour prendre ces décisions. Je crois que la stratégie doit concerner l'usage de ces réseaux, les organisations auxquelles les gens font confiance. C'est peut-être ces organisations de connexion, de liaison. À MIT, on a fait un exercice de visualisation. On a parlé des impacts de Twitter. On a parlé des tribus aux États-Unis. Il y a la tribu républicaine, la tribu de Hillary, la tribu de Bernie. Et ils ne parlaient pas entre eux. Cette étude a démontré ou identifié quelles sont les voix. Cette étude a parlé de certaines grandes sociétés médiatiques. Aux États-Unis, même les grandes sociétés médiatiques ne créaient pas des ponts entre ces différentes tribus. On prêchait un peu aux convertis. Suite à cette étude de MIT, je me suis posé la question comment identifier quelles sont les voies, les organisations capables d'établir le pont entre ces groupes qui peuvent se dire, bon voilà la perspective de votre voisin qui a une vision du monde complètement différente. Et voilà les préoccupations légitimes qui les poussent à agir de cette manière. Donc, nous n'avons jamais présenté les choses de cette manière, mais cette initiative réfléchit sur les organisations qui sont sur les questions comme l'information sanitaire publique responsable, Santé Canada, la Commission de santé locale, les liens avec les communautés. Les gens vont se dire, bon, je connais ce groupe, ils font partie de ma communauté, donc je veux davantage croire en ce qu'ils me disent. D'abord, est-ce que vous connaissez des groupes au Canada qui font ce genre d'analyse de Twitter sur les tribus canadiennes, entre guillemets? Un partenariat que nous avons dans l'initiative numérique, c'est un forum de politique. Ils ont fait un travail suite à l'élection fédérale avec l'université McGill, Maxwell School à McGill, et je crois qu'ils ont obtenu pas mal de données suite à cette élection fédérale. Ils examinent ces questions en partenariat avec différents groupes de recherche. C'est ce que je crois savoir également. C'est très intéressant. Nous avons 3 groupes linguistiques différents au Canada, différentes communautés d'immigration avec des diverses perspectives. Ensuite, il y a une question différente. Il s'agit de comporter ceux qui croient aux théories du complot. Il y en a qui croient que le gouvernement et les médias mentent, ils veulent contrôler les citoyens.
Donc ces gens, lorsqu'ils voient les informations sur certains sites, des sources, ils disent qu'ils partagent la vérité. The typical Donc, les outils pour trouver des faits sont rejetés par les complotistes. Ils croient que la vérité se retrouve dans des sites cachés. Sarah, vous voulez réagir et ensuite Owen? Oui, bien sûr. C'est un défi de taille, mais comme le disait Owen, on ne pourra jamais convaincre tout le monde de la véracité des faits. Il y aura toujours cette dynamique. Il y a toutes sortes d'informations qui circulent, surtout avec les médias sociaux. La meilleure façon de faire, à mon avis, c'est, comme on l'a dit, de travailler avec les communautés locales, des gens de ces collectivités qui connaissent les citoyens et citoyennes de leur région ou de leur ville. On peut leur donner de l'information qui sera directement accessible aux Canadiens. Changer ce que pensent les gens, bien, la recherche nous démontre qu'on peut démystifier cette information, mais si les gens sont déjà convaincus, vous avez beau leur présenter les faits, ils ne changeront pas d'idée. Donc, il faut travailler avec les personnes qui sont autour, sachant qu'il y aura toujours des voix dissidentes. Et oui, il y a toujours le bon et le mauvais. Il ne s'agit pas toujours d'en arriver à un équilibre, mais je pense qu'il va simplement falloir faire face à la musique. Vous savez, il pourrait y avoir des sites de complot, même à la fonction publique. Et je dis ça en riant. Il y a des préoccupations réelles que vivent les gens et qui mettent le doigt sur le scepticisme face au gouvernement. On dit les gouvernements sont pas à ma place. On ne sait pas trop comment ils nous perçoivent. Et souvent, on ne sait pas ce qui les motive à croire en ces théories. C'est notre plus grand défi pendant cette époque. Les gens sont inquiets, surtout avec cette élection présidentielle. Les gens se disent « Qui puis-je croire ?» Il faut en parler avec les gens. Mon patron parle de demande d'appréciation. Par exemple, pourquoi êtes-vous sceptique face à telle chose? Pourquoi n'avez-vous pas confiance en ce type d'information? On peut essayer de se rendre aux sources du scepticisme. Moi, je suis une personne plutôt optimiste, mais si on va aux sources, on pourrait avoir une stratégie pour bien réagir aux sources profondes du phénomène. Une fois de plus, c'est peut-être parce que ces gens ont eu une mauvaise expérience avec les gouvernements ou du fait que le gouvernement exerce son pouvoir que eux considèrent inapproprié ou inacceptable. Donc ainsi, on peut dire, bon, voilà notre stratégie pour pouvoir rejoindre ces personnes qui, peut-être, pour de bonnes raisons, n'ont pas confiance au gouvernement. La mauvaise réaction, à mon avis, c'est de dire on est des experts, nos conseils sont bons, les gens devraient y croire, point à la ligne. C'est vrai. Je pense qu'il va falloir nuancer. Peut-être qu'on ne pourra pas s'entretenir avec ces gens-là, mais dépendre des organisations qui peuvent s'entretenir avec ces gens-là.
Par exemple, on pourrait dire dans telle collectivité, on a du scepticisme face à telle chose et à ce moment-là, on peut avoir ce genre d'approche. Comme fonctionnaire, on est formé à être à l'écoute des experts. On parle ici de technocrates. Ils ont de l'expérience, mais cela ne satisfait pas tout le monde. Sarah, autre question. Qu'est-ce que vous en pensez si on en parle à la famille, aux amis, si on parle de désinformation, de littératie numérique? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils lorsqu'on a ce genre d'échange? C'est très intéressant car justement, si on pouvait se rencontrer tous ensemble autour de la table, la famille, les amis, ce serait définitivement un sujet de discussion. Moi, j'en parle à mes enfants aussi. J'ai une fille de 13 ans et de plus en plus familière avec les médias sociaux. Donc, je peux lui donner des trucs, des astuces, faire des suggestions. Genre, d'après vous, qu'est-ce qui motive cette personne qui envoie ou écrit tel ou tel message? Est-ce que c'est altruiste? Est-ce que tu penses qu'il y a une motivation, une mauvaise intention? Fais tes recherches. Qui t'envoie cela? Est-ce que tu connais cette personne? En as-tu entendu parler? Est-ce que c'est une personne de bonne réputation? Une personne qui n'est pas connue? Souvent, ce qu'on voit, et on l'a vu récemment aux États-Unis, les plateformes jouent de plus en plus un rôle pour présenter des messages et vous lient à d'autres sources d'informations. Mais il faut vérifier les autres sources d'informations pour voir si une information est valable. Voilà donc 3 trucs que moi, j'utilise et j'encourage ma famille, mes enfants à utiliser ces trucs. Owen, votre petite fille n'est pas assez grande pour avoir une littératie numérique, mais qu'est-ce qu'on peut dire à la famille et aux amis? Ben, il y a tout d'abord la question que l'on peut soulever auprès de quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qu'il lit sur Facebook, dans le sens que ce qu'on lit sur Facebook n'est pas toujours vrai. Puis il ne faut pas porter de jugement de valeur avec ces personnes. Ces outils sont très puissants car ils nous permettent une grande communication entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui partage un message sait si le contenu est vrai ou pas. Il nous revient à tous et chacun à se poser la question, à être un peu sceptique et à se demander est-ce que c'est vrai ou pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un membre de la famille ou un ami qui, croit-on, fait partie des sceptiques et qui hésite à faire confiance à ce que vous considérez comme étant de bonnes sources d'information? Ça, c'est une situation délicate, une fois de plus. Il faut poser des questions d'appréciation, si vous voulez. Il faut mettre de côté ses préjugés et il faut faire preuve de grâce et poser des questions d'appréciation, genre « Pourquoi crois-tu cela? » Et il faut avoir ces conversations en personne. C'est beaucoup plus difficile d'ignorer l'élément humain lorsqu'on se regarde dans les yeux, l'un face à l'autre. À ce moment-là, l'expérience vécue est différente. De multiples études montrent que maintenant, on est déshumanisé par la technologie de l'information. Donc, il faut éviter cela. Si vous tenez à quelqu'un, vous allez vous donner la peine d'avoir cette rencontre en personne.
Ce sont de bons conseils. Je l'admets. Lorsque quelqu'un est sceptique ou est climato-sceptique ou croit des faits qu'on appelle alternatifs, c'est difficile d'avoir un argumentaire. Moi, je ne suis pas expert en sciences climatologiques. Je ne suis pas expert en santé publique. Donc, moi, je dois au départ faire beaucoup de recherches pour appuyer mes prétentions. Donc, à un moment donné, il faut se faire confiance. Il y a quelqu'un dans notre auditoire qui nous pose une question. Qu'est-ce qui arrive quand on a trop confiance ou lorsqu'on a une confiance aveugle? Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes outils entre la méfiance ou une confiance à outrance? Sarah, oui. Question fort intéressante. Ce qui me vient à l'esprit au départ, c'est quand on parle de confiance aveugle et de méfiance et de curiosité. La curiosité, c'est l'optimiste plutôt que le sceptique. Naturellement, pour revenir à ce que disait Owen, il faut décortiquer tout cela, décortiquer la logique sous-jacente. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont cette perspective unique? Pourquoi les gens ont certains points de vue? Il y a des gens qui sont curieux. Il faut en fait accepter une diversité de points de vue, de sources d'information. Ça s'applique dans les deux cas. Il faut faire un effort pour être aussi informé que possible, essayer de comprendre quelles sont les sources fiables et dans une certaine mesure, peut-être que la confiance aveugle n'est pas aussi dangereuse, mais il y a quand même des risques à ce niveau-là. Il y a certainement des outils qui ne s'appliquent pas aux deux cas, mais voici des approches qui s'appliquent dans les deux cas. Ça peut être un aussi grand problème d'avoir aveuglément confiance. C'est le revers de la médaille. Quand on a commencé à réfléchir à ce phénomène, à l'époque, on se disait, bon, le plus grand vecteur, ce sont les groupes Facebook, des gens d'âge moyen qui comprennent pas bien ce qui se passe lorsqu'ils partagent des informations. Mais ils avaient complètement confiance à Facebook, une confiance aveugle. Mais dans les deux cas, il faut se demander comment peut-on outiller les citoyens et citoyennes pour qu'ils fassent la part des informations. On ne comprend jamais tous les tenants et aboutissants d'un problème. C'est jamais parfait. Et une des façons de se protéger contre la polarisation dans ces espaces numériques, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit. La science continue à évoluer, l'information aussi. Et donc, si vous êtes complètement opiniâtre à un moment donné, ben peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous écarter. Vous devez avoir une bonne entente, une bonne compréhension de ce qui se passe avec les faits, mais il faut toujours nous-mêmes se remettre en question face à cela. Moi-même, j'ai parfois de la difficulté. Au gouvernement, lorsque vous êtes dans un espace stratégique, vous écrivez les notes à un moment donné et on dit voilà notre point de vue là-dessus. Mais tout le monde doit toujours prendre un peu de recul et dire, bon, les choses vont évoluer. Il faudra peut-être revenir sur ces conclusions. En passant, j'ai parlé de l'autoréglementation de Twitter, mais quelqu'un
voudrait qu'on commande davantage. D'après vous, quel est le pouvoir de censure des médias sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un point de vue stratégique? Quel devrait être donc le rôle des entreprises de médias sociaux au chapitre de la censure? Je peux commencer si vous me le permettez. C'est très intéressant. Il y a un mois, on ne s'attendait certainement pas à ce que Twitter ou Facebook prennent les mesures qu'ils ont prises dans le contexte américain. On dit qu'il est nécessaire d'être flexible, de s'adapter à l'évolution des circonstances, mais là, dans ce cas-là, c'est un exemple probant de voir qu'il faut s'adapter. Pour ce qui est du contexte stratégique, pour ce qui est du secrétariat des institutions démocratiques, avant l'élection générale de 2019, le gouvernement du Canada a négocié avec 4 des grandes plateformes, Twitter, Microsoft, Google et Facebook. Et le gouvernement du Canada a demandé à ces plateformes d'adopter un code de conduite volontaire pour la conduite dans le cyberespace. Et il y avait 3 principes de base: la transparence, l'authenticité et l'intégrité. Et aujourd'hui, on se dit que le but, c'était de garantir que les médias sociaux puissent agir dans cet espace de désinformation. Ça, c'est un outil qui était à notre disposition. Mais les défis, c'est que, comme vous le dites, les choses évoluent très rapidement et les attentes qu'on avait face aux plateformes de médias sociaux en 2019 ou en 2018 ne sont pas les mêmes aujourd'hui. On a vu avec surprise ce qui a été fait et c'est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait, disons, il y a un an. Oui, tout à fait. Avant, il se disait qu'il n'était que de simples distributeurs. Maintenant, il semble que les choses aient un peu changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que tout ça est fort fascinant. C'est fascinant de constater ce qui se passe au sud de la frontière, ça c'est sûr. À plusieurs égards, ce qu'on constate, c'est que juste après que la décision de désactivation ait été prise face au président, ça n'a pas pris de temps avant, enfin presque immédiatement, les bons Very entertaining. Très divertissant. Let Owen deal with his. On va laisser Owen s'occuper de cela. Bon, écoutez, ça va. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir ce débat. Les gens disaient, ça fait longtemps que les médias sociaux auraient dû réagir. Tout le monde applaudissait la décision, mais tout de suite après, on a entendu le contraire. C'est-à-dire, quel est le rôle de ces plateformes? Dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent prendre ces décisions et quelle est la portée de ces décisions? Et est-ce qu'elles prennent... Pourquoi prennent-elles ces décisions? Les prennent-on de façon uniforme? On a dit, maintenant, vous avez retiré des plateformes le président américain, mais il y a d'autres leaders mondiaux qui sont semblables et vous ne les avez pas supprimés de la plateforme. C'est une question stratégique à laquelle il est difficile de répondre. Ce qu'on a vu de la part de plusieurs gouvernements occidentaux, c'est qu'il faut certainement commencer à
parlait de nos attentes dans une société libre et démocratique face aux entreprises de médias sociaux. Et qui assurera la surveillance de la prise de décision, une fois de plus? Donc, le travail que nous faisons sur le discours haineux en ligne, le contenu illégal, c'est une première étape. Nous voulons cerner des éléments reliés à l'illégalité de certaines activités. Nous devrons avoir cette discussion dans d'autres domaines également. C'est un discours qui ne fait que commencer, y compris aux États-Unis, comme vous avez dit, Neil. Il y a un débat à propos de l'article 230 sur la décence des communications, qu'il faut revisiter tout cela. Et pour intervenir brièvement, certainement ce que nous avons vu aux États-Unis avec l'écartement du président Trump de Twitter, il y a des petites plateformes, des messages, des systèmes de messagerie privée. Ces systèmes existent également. Comment garder l'œil sur ce qui va venir, en plus de tous les gros problèmes technologiques. Et un élément important, il faut se souvenir que on peut écarter les gens de la plateforme, mais sans régler le problème à la racine. Il y a cette dichotomie au niveau sociétal entourant ces questions. L'élément de réglementation de la technologie, c'est important, mais la racine du problème, c'est de voir comment renforcer la confiance, pour renforcer la cohésion sociétale. Il faut savoir ce qu'on fait dans le domaine des arts et cultures. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la consultation communautaire, comment intervenir, comment lutter contre la radicalisation. Il y a différents leviers qui doivent faire partie de notre réflexion. On peut interdire pas alors. On me dit qu'il y a des serveurs en Russie qui ont remis pas alors sur pied. Le problème va tout simplement se déplacer. C'est ça l'Internet. On est toujours à la recherche de solutions. Il faut examiner le problème plus difficile, le noyau dur, à savoir pourquoi il y a eu ces émeutes à Washington. Il faut s'adresser à la racine du mal. C'est un peu comme du guacamole. On utilise différents instruments. Quand j'étais à l'Agence canadienne des inspections des aliments, on travaillait sur certaines initiatives de santé. Il fallait assurer une liaison entre les gens de politique et de communication pour détecter les cas de désinformation, les renseignements inexacts et les corriger aussi rapidement que possible. Mais le gouvernement est connu pour sa lenteur. C'est souvent les autres partis qui doivent intervenir. Une question sur les groupes spéciaux sur lesquels il faut se pencher. Vous avez dit tous les deux que ce n'est pas une solution monolithique, il n'y a pas d'homogénéité dans la société. Alors, la question, qu'est-ce que les décideurs peuvent faire pour renforcer la confiance? C'est les gens qui ont de bonnes raisons de perdre confiance au gouvernement. On donne l'exemple des groupes autochtones. Il y a eu la stérilisation forcée, d'autres cas d'injustice reliés
à la santé de la part du gouvernement. Owen, peut-être en commençant avec vous et ensuite Sarah. Bon, ça revient à ce que j'essaie de dire. Il peut y avoir des raisons valides derrière ce manque de confiance envers le gouvernement. C'est un élément clé. Alors, c'est le service public qui doit réfléchir sur la stratégie de vaccination nuancée pour atteindre ces populations où l'approche générale, inviter les gens à visiter une clinique, on sait que ça ne va pas marcher dans certains cas. Alors, quels sont les partenaires avec lesquels il faut travailler dans les communautés autochtones qui peuvent sentir cette confiance? Comment se présenter avec humilité, les écouter, comprendre comment ils aborderont le problème. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. C'est une question qui n'a pas de réponse facile. Owen l'a abordé d'un niveau supérieur. Si je dois renforcer la confiance, que ce soit dans une communauté ou un individu, je me demande qu'est-ce que je peux faire. Alors, il faut songer à être véridique, respecter sa parole et fournir des perspectives bien équilibrées, écouter, comprendre les perspectives des autres. Donc, pour moi, en tout cas, au niveau individuel, lorsque j'essaie de regagner ou maintenir la confiance, c'est surtout une question de respect. Il faut respecter ces valeurs fondamentales. Alors, j'aborde la question sous l'angle individuel. Merci. À vous deux, nous avons parlé des partenaires au niveau communautaire, municipal, c'est les Premières Nations. Et qu'est-ce qu'il y en a des provinces et territoires? Une question, dans quelle mesure est-ce que le gouvernement fédéral peut exhorter les provinces à investir plus dans la sensibilisation chez les jeunes en ce qui concerne les questions médiatiques? Sarah, pour commencer, avec cette initiative numérique auprès des citoyens, Owen aura de belles choses à dire, mais je peux dire, en ce qui concerne l'engagement fédéral, provincial, territorial, avec Élections Canada, nous avons travaillé en proche collaboration avec les organismes électoraux dans les provinces et territoires. Ce sont des partenaires clés pour nous, surtout dans le contexte de la COVID, où il y a des questions de compétences entourant la santé et l'éducation. Ces partenariats sont importants. Souvent, nous avons des ressources au niveau fédéral en ce qui concerne nos agences de sécurité, le contrôle, l'identification des cas d'ingérence étrangère. Ça n'existe pas, cette capacité au niveau provincial, territorial. Donc, il faut travailler dans ce sens également. Owen, la question renvoie au fait que, en fait, les provinces et territoires ont un intérêt énorme dans cela, la responsabilité d'éduquer. Ça fait partie de nos plans depuis longtemps. Je crois qu'il faut une discussion plus approfondie au niveau provincial, territorial et fédéral. La réflexion se poursuit. Je peux dire que ce que nous avons fait avec l'initiative
numérique, c'est de travailler avec des organismes. Au niveau provincial, il y a des forts liens avec les ministères d'éducation. Une organisation comme Civics qui gère les campagnes électorales au niveau secondaire. Des cours sur la participation démocratique, comment apprendre ce qui se passe dans sa collectivité. Donc c'est une organisation que nous avons appuyée. Ils travaillent pour bien renseigner les enseignants. Ils ont des liens très solides avec les ministères de l'éducation. Mais je crois que il faut un dialogue plus poussé à un moment donné. Nous apportons différentes choses autour de la table que nous pouvons déployer. Je ne pense pas qu'on ait réfléchi à fond sur les outils dont disposent nos partenaires provinciaux. Et parfois, j'ai l'impression de suivre un cours d'éducation civique. Ce sont des éléments de renseignement de base, d'informations sur les intermédiaires pour renforcer la confiance. Ces choses sont reliées à l'éducation civique. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Il semble que l'avenir est déjà présent en termes de pression, les différentes questions politiques et les instruments. Si vous pouvez avoir un regard vers l'avenir, les défis futurs pour vous, l'initiative de la citoyenneté numérique, quels sont les défis reliés à la désinformation et quels sont les domaines d'intervention? Et après, Sarah, je vais vous poser la même question. Le secrétariat des institutions démocratiques, quelle est l'évolution au fil des ans? Donc, on commence avec Owen. C'est une question assez difficile. Je crois qu'on essaye de récupérer depuis bientôt un an. La situation a été très corsée. Bon, une chose un peu ordinaire, l'initiative de citoyenneté a été mise en place en 2019. Nous sommes orientés vers les résultats. Nous ne voulons pas. Au début, je dis, j'espère que ça va créer un cercle virtuel entre l'idée de renforcer notre compréhension de l'expansion de la désinformation, les outils qu'on utilise pour le faire et mieux planifier nos interventions. Et je parle de l'intervention de toute la société. Il faut écrire cette histoire. Ça va nous permettre de décider de poursuivre un programme ou pas. Je pense que la prochaine frontière est un peu inconnue. C'est une grosse leçon. Il y a des choses qui vont revenir. Il y aura une élection, tôt ou tard. Nous ne savons pas exactement quand, mais on sait qu'il y aura certainement une élection bientôt. Et ce sera l'occasion de parler de cette question. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Au-delà de cela, avoir l'occasion stratégique. Bon, je ne sais pas à quel moment il y aura un événement qui va susciter beaucoup de méfiance. C'est difficile à dire.
On parle de la censure, ce qui se passe au sud de nos frontières. Il faut essayer de comprendre tout ça, tout en créant un milieu sécuritaire en ligne et promouvoir le débat, accepter les divergences d'opinion, comment vivre tout cela. Je sais que la réponse n'est pas claire, mais bon, voilà ce que je peux vous proposer. Sarah, qu'est-ce que vous avez ajouté? Oui, la difficulté, je reviens à certaines choses que nous avons déjà évoquées. Peu importe la prochaine grosse question, ce qu'on peut envisager, je crois qu'il faut être flexible, savoir s'adapter, utiliser différents mécanismes. Le plan de protection démocratique que nous avons mis en place avant la dernière élection électorale, la réussite, c'est parce qu'il y avait 4 piliers. Nous avons renforcé la résilience des citoyens avec l'initiative de la citoyenneté numérique, la préparation des organisations, les pratiques sécuritaires renforcées. Ensuite, l'interférence étrangère, les mesures pointues, identifier les menaces, les points de vulnérabilité dans notre système. Et le 4e pilier, c'est la déclaration et pousser les plateformes, les médias sociaux à agir. Et ensuite, à l'évaluation de ce plan, on a conclu que c'était un succès. Donc, il faut d'abord reconnaître ce qui a bien marché par le passé, pourquoi, et où apporter les modifications. Et suite à ce qui se passe aux États-Unis, on se penche beaucoup sur l'ingérence étrangère. Il y a parfois des sources étrangères pour cette désinformation. Comment tenir compte des droits et libertés des Canadiens dans ce contexte? Bon, sans avoir une boule de cristal, il y a une évolution des plateformes, des médias sociaux et leur rôle. Étant donné que nous sommes dans un contexte minoritaire, il n'y a pas de date d'élection fixe, c'est difficile. Nous voulons faire de notre mieux pour préparer le terrain, peu importe le moment de la prochaine élection. Bon, voilà un contexte bien particulier pour nous au Canada. Et je suppose que les États-Unis vont prendre des mesures au niveau politique pour s'occuper de ces choses, ainsi que notre gouvernement. Vous avez parlé de l'Allemagne. Ça serait bien de voir quelles approches sont adoptées par ces groupes. Donc, c'est un domaine politique intéressant. J'ai une question pour vous comme leader, comme décideur. La question, comment encastrer la confiance dans vos équipes? Sur la question de savoir si le gouvernement est fiable ou pas, comment représenter ou susciter la confiance au sein de votre équipe? C'est un peu comme un microcosme de ce que nous faisons en dehors de nos équipes. Dans mon rôle, je travaille fort pour habileter mon équipe, partager des informations avec eux dans le contexte actuel du travail à distance, avec ces discussions dans les coulisses qui n'ont plus lieu. Donc, si les gens ne posent pas de questions directement, il est difficile d'obtenir les renseignements parce que le contexte a tellement évolué. Donc, je travaille fort pour partager l'information et je crois que c'est ce que nous faisons avec nos organisations communautaires, les Canadiens. Je vais m'assurer qu'ils soient entendus. Je reviens un peu à certains points que Owen a soulevés. Et il faut surtout mener par l'exemple.
Si mon équipe a confiance en moi, et il voit que je dirige, que je donne le bon exemple, je crois que ça va créer une équipe. Ça va créer beaucoup de confiance. Nous sommes chanceux d'être une petite équipe dont le partage d'informations se fait de manière plus horizontale comparé à d'autres organisations. For success, in my view. Thanks, Sarah. Merci, Sarah. Owen. Je suis d'accord. Bravo. Ce que j'ajouterais, c'est que d'après mon vécu comme fonctionnaire, j'ai été chanceux d'avoir de bons patrons, patronnes, qui m'ont offert des occasions de changer les choses. La confiance attire la confiance. C'est une rue à deux sens. Ce qu'on peut faire vraiment pour créer un climat de confiance, comme Sarah l'a dit, c'est de s'habiliter les uns les autres. Mon point de vue est personnel. Quand quelqu'un m'a fait confiance pour soit informer le ministre ou d'autres tâches, eh bien, je sentais que on me donnait des occasions incroyables, que c'était un privilège et j'avais l'impression que mon patron était de mon bord. C'est important de créer ce climat. Malheureusement, trop souvent, on revient sur ces structures hiérarchiques, pyramidales, et on ne profite pas du génie de tous, si je peux m'exprimer ainsi. Deuxièmement, et ça c'est essentiel, étant donné l'époque actuelle, notre rôle c'est d'être un peu le rôle de tampon, si vous voulez, dans le sens que on invite les gens à s'exprimer. Mais si les gens ont l'impression que vous ne les couvrez pas, ils vous feront peut-être pas confiance. Et finalement, bon, la confiance au sein de la fonction publique est essentielle, mais il faut construire la confiance avec nos collègues et même à l'extérieur de la fonction publique. On fait face à un grand risque comme institution, c'est-à-dire les gens vont dire « t'es dans ta tour d'ivoire », « t'es décroché de la réalité », tu ne sais pas ce que vit le commun des mortels. Donc, il est essentiel que l'on crée des liens avec les commettants, les gens sur le terrain, car on est là pour servir le public en toute fin. Sarah, des conseils pour les fonctionnaires qui sont dans le domaine des programmes du service ou dans le domaine stratégique et qui travaillent peut-être pas sur les dossiers brûlants du jour. Avez-vous des conseils de base à leur offrir? Comment peut-on créer un climat de confiance entre nous et avec les intervenants? Réponse. Je ne suis pas dans le domaine de la prestation de programme, mais j'y ai travaillé pendant des années. Et personnellement, ce qui m'a bien servi, c'est que je livrais la marchandise, j'étais direct, je ne promettais pas plus que ce que je pensais pouvoir offrir. La livraison devait se faire en temps opportun.
que vous les contactiez quand vous avez dit que vous les contacteriez. Il s'agit de choses très de base, des choses pratico-pratiques. Ainsi, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Il faut avoir confiance. Sarah dit qu'elle va m'appeler demain pour tel ou tel dossier. Je sais que Sarah va m'appeler demain pour parler de tel et tel dossier. Malheureusement, on peut faire ça 9 mois, mais si vous n'êtes pas là la 10e, il faut revenir à la case de départ. Il faut s'investir, mais c'est payant parce qu'à un moment donné, on nous renvoie l'appareil, c'est réciproque. Et quand il y a ce bon rapport de confiance, on peut accomplir des belles choses avec nos partenaires. La confiance est primordiale. Et revenons à la désinformation et à la mésinformation. Vos commentaires de clôture relativement à l'état des relations entre le gouvernement du Canada et les partenaires pour lutter contre la désinformation et la mésinformation et quel est le lien avec la confiance. Nous allons ajouter les sites web sur l'initiative de citoyenneté numérique ou sur le secrétariat des institutions démocratiques à la fin de la présente séance. On vous enverra ces liens donc. Merci Neil. J'ai apprécié cet échange. C'est bizarre de ne pas voir les visages des gens qui sont avec nous. Sarah, au début, a dit que le Canada était plus ou moins neutre. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas prendre la confiance pour acquis, n'est-ce pas? L'ancien gouverneur général parlait toujours de l'importance de la confiance. Je suis plein d'espoir, mais règle générale, je suis plutôt optimiste. Donc, la fonction publique est en position privilégiée pour justement promouvoir un climat de confiance par les programmes que nous administrons, par les rapports que nous créons. Et comme vous l'avez dit vous-même, Neil, ça commence à l'échelle individuelle et ensuite ça se répand, quoi. Comme on l'a dit avant, quand on se préparait pour cette conférence, on s'est dit, il n'y a pas de solution magique à ce problème. Il faut rester sur ses gardes et on a tous une sphère d'influence. Il faut donc être créatif et créative quant à l'utilisation de cette sphère d'influence pour mettre à l'avant-plan ces questions. Moi, je suis fière de mon équipe. Mon équipe a considéré que c'était une occasion et ils en ont profité pour aller de l'avant. C'est l'équipe qui, par exemple, a dit il faut lancer cette initiative, il faut lancer ce programme d'initiative de citoyenneté numérique. Et cette équipe représentait des fonctionnaires. C'était la fonction publique. Donc oui, on a des privilèges, mais on a également du pouvoir. Et il ne faut pas nécessairement attendre avant d'agir. Merci infiniment. Sarah, à mon avis, je suis tout à fait d'accord, en fait, avec ce que vient de dire Owen. Tout ce que je peux ajouter, c'est que les rapports sont très importants. On a beaucoup parlé de partenariat, mais ça revient plus ou moins au rapport
entre les commis de tous les ministères, les agents de sécurité, nos partenaires communautaires, les provinces, les territoires et même les liens que nous avons dans notre propre milieu de travail. Il faut nourrir ces liens. Oui, nous sommes dans une situation privilégiée car on peut travailler sur ces dossiers et on peut reposer sur des équipes créatives de réflexion. On a, oui, des sphères d'influence, mais il faut que grâce à nos partenariats ou grâce à la création des liens, on crée, si vous vouliez, quelque chose entre tous et que l'on puisse ensemble relever ces défis de l'avenir. Fantastique, hein? Merci à vous deux. Merci de vos points de vue. Merci pour l'information que vous avez partagée avec nous. On a vraiment apprécié votre présence aujourd'hui et ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Je veux remercier tous les participants et participantes d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet événement, que cela vous a inspiré, que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est important pour nous. Aussi, que je vous encourage à compléter l'évaluation électronique que vous recevrez dans les prochains jours. L'école a plusieurs autres événements à vous offrir et je vous encourage à consulter régulièrement son site web pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et pour vous inscrire à d'autres occasions d'apprentissage. So we've got a great list on our website of upcoming events. Donc, nous étions très emballés de vous accueillir et je vous encourage à consulter le site et à participer à des événements futurs. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.